Hello à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast. Vous écoutez en ce moment le Full Metal Podcast, un podcast donc mensuel pour cette rubrique, mais qui par son aspect exceptionnel conserve la même caractéristique au niveau de son contenu. Je me présente pour ceux qui découvrent le podcast aujourd'hui, je me nomme Gatsu Sensei sur les réseaux, je suis professeur de philosophie et spécialiste de la philosophie de Nietzsche et de sa présence dans le manga japonais. Vous écoutez donc le Full Metal Podcast qui est donc la déclinaison audio de mon format principal, le Full Metal Philo. Le Full Metal Philo est donc mon concept principal qui vise à vous proposer une relecture philosophique de vos mangas préférés dans le but de démocratiser cette activité et de mettre en lumière la puissance philosophique de ces œuvres. Et je dois apprendre à mettre de la ponctuation. Quelle horreur pour les auditeurs, je suis vraiment désolé, je suis parti tel un bulldozer, mais ce n'est pas grave, continuons. Donc, le format existe sur TikTok, YouTube et Instagram sous le nom d'utilisateur Gatsu Sensei et son enjeu est double tant il vise à aider les bacheliers à se préparer aux épreuves du bac mais aussi à se sensibiliser à l'exercice philosophique avec des références qu'ils maîtrisent déjà. Mais aussi à apporter, je dis beaucoup mais aussi, à apporter une légitimité intellectuelle à ces œuvres appartenant encore au domaine de la pop culture. Je parle exactement, c'est qui dans Friends qui parle comme ça? Ross, et quelle horreur, Ross n'est pas un de mes personnages préférés dans Friends. Non, c'est Chandler ou Ross qui met tout le temps une pause dans sa phrase avant de continuer? C'est Chandler, donc oui, ça me va. Could I be? Ok, parfait. Projet ambitieux du coup, mais heureusement que nous sommes une communauté qui ne cesse de grandir. Merci à ceux qui me suivent en live sur Twitch le lundi et jeudi soir. Je dois aussi enlever cette note parce que en ce moment nous avons abandonné le terrain de Twitch. Ce podcast est chaotique, mais en même temps... Tu l'avais dit à ton dernier podcast. Oui, voilà. Il me semble que nous avons abandonné le terrain de Twitch aussi. Exactement. Comme le thème, vous allez voir le manga qu'on traite aujourd'hui, si vous, de toute façon vous l'avez vu dans le titre, est très chaotique. Je pense qu'on est dans le thème. Voilà, la DA est respectée. Vous êtes la génération terrible, il n'y a rien qui va, je suis en train de lire mon texte de la pire façon, dans cette émission où nous sommes accompagnés d'invités de qualité, que ce soit des spécialistes en philosophie ou encore des passionnés de manga. Mais trêve de bavardage et faisant enfin preuve de politesse, nous sommes aujourd'hui accompagnés encore une fois d'une invitée de qualité, j'ai nommé Ayate sur TikTok. Ayate, bonjour. Bonjour. Peux-tu si possible te présenter aux gens qui écoutent l'émission, nous parler de toi, de ta rencontre avec le manga et plus précisément du manga du jour, à savoir Chainsaw Man? Bien sûr, alors pour me présenter rapidement à tes auditeurs, je me présente sous le pseudo de Ayate. Je suis créatrice de contenu manga principalement sur TikTok. Ma communauté me suit surtout donc pour mes reviews et analyses Jujutsu Kaisen. Mais il est vrai que je propose également du contenu d'analyse sur d'autres œuvres, notamment Chainsaw Man, pour lequel j'ai l'immense plaisir d'être invitée à en discuter avec toi aujourd'hui. J'aime beaucoup ton regard. En fait, le regard est dû au fait que je me suis dit, mais là j'écoute exactement le même timbre de voix que sur les vidéos. J'ai l'impression d'être transposé dans une de tes vidéos dont je suis très fan. Ah oui. J'arrive à modifier ma voix assez facilement. Ouais, moi aussi, il y a ce côté très suave que j'aime bien mettre au début de l'émission, qu'on m'a bien fait remarquer la dernière fois et qui m'a fait perdre tout mon sérieux, ce qui est aussi une des sources pour lesquelles je fais que rigoler actuellement, parce que j'ai encore les remarques de mes anciens invités qui me font mais pourquoi prends-tu cette voix, ce n'est pas un téléphone rose. Mais bon, non, Kenjiro Tsuda a eu une influence sur... Il y a un monde avant et après Kenjiro Tsuda. Il a mis des standards dans le podcast qu'on ne pourra jamais atteindre. Mais pas que dans les podcasts, dans la vraie vie aussi. Dans la vraie vie aussi. L'homme ou le personnage, Nanami ou Kenjiro Tsuda, les deux ont cette facilité à remonter leurs manches de chemise et à créer... C'est très vite en train de dériver, mais je pense qu'on va garder tout ça. Alors, oui, donc du coup, pour revenir à ma présentation... Oui. Ma rencontre avec le manga, du coup, enfin, du moins la Japanimation de manière plus globale, elle remonte à quand même il y a pas mal de temps, dans le sens où j'ai le sentiment d'avoir toujours baigné dans cet univers. J'ai grandi avec des grands frères et sœurs fans de One Piece, Dragon Ball, Princesse Sarah, donc j'ai pas réellement de souvenirs de découverte. En revanche, je sais que c'est au collège où j'ai commencé à un peu plus diversifier mes lectures, comme beaucoup je pense grâce au CDI. Hein. Oui. Et moi il y avait Ranma dans une caisse et j'avais découvert du coup Ranma au CDI et c'était un peu comme il y avait beaucoup de fanservice avec les garçons, on était en mode qui pourra rapidement aller au CDI pour feuilleter un peu le petit Ranma. C'est une petite tranche de vie des ados au collège, donc oui. Ouais, carrément. Moi, c'était plus au niveau des shoujo, du coup, mais ouais, je capte ce que tu veux dire. Tu vois, j'étais un peu le genre d'enfant quand on allait aux courses avec les parents. J'allais au coin librairie pendant qu'eux allaient aux courses. Je comprends totalement. Tu vois, j'étais cette gosse-là, concrètement. Je vois. Et donc, en ce qui concerne Chainsaw Man, alors c'est une œuvre que j'ai découverte il y a peut-être 2-3 ans de ça. Pour être honnête avec toi, j'avais absolument aucune idée
de ce quoi même ça allait parler, même pas dans les grandes lignes. Mhm. Je savais juste que c'était une œuvre qui faisait beaucoup de bruit. Et donc, je me suis penchée dessus par simple curiosité, sans me douter un seul instant de ce qui allait m'attendre. Voilà. Et oui, je pense qu'on a tous eu cet effet avec Chainsaw Man. Ouais. C'est Ouais, une ouais, œuvre, on y plonge parce qu'on sait qu'elle marche. Il y a eu une grande communication autour de cette œuvre qui est totalement justifiée et légitime. Et je pense que c'est une de ces œuvres, effectivement, dont la première rencontre, et philosophiquement, on peut en parler véritablement, une rencontre, dans le sens où c'est vraiment quelque chose qui vient fissurer une attente déjà présente et qui vient imposer une originalité, une nouveauté dans le sujet qui découvre l'œuvre, et il y a un rapport de communication avec l'objet qui fait que un peu du sujet va rentrer dans l'objet, parce qu'on c'est une lecture où on peut très rapidement s'identifier à des personnages, à des thématiques, parce que c'est très réel aussi, Chainsaw Man, malgré le fait que c'est dans un monde de fiction, enfin voilà, et nous on est ça nous touche dans des choses, par exemple l'imaginaire très horrifique. Denji pour moi est un personnage qui est très réel, les Denji on en rencontre dans la vie de tous les jours, plus qu'on rencontrerait des Yuji par exemple. Complètement. Et oui, il y a cet aspect de rencontre qui est quelque chose qui vient s'inviter en nous et chambouler des choses qu'on pensait déjà, des fondations qui étaient déjà très solides. Et Chainsaw Man a quand même une de ses œuvres qui a cet effet sur l'individu quand il la rencontre. Donc c'est juste pour faire le petit coin philo Oui, par rapport à ce que tu viens de dire, que je trouve quand même très intéressant. Et je rebondis aussi sur un des mangas dont tu avais parlé au début, parce que je veux bien faire quand même des podcasts prochainement sur ces thèmes-là. Princesse Sarah. Princesse Sarah, on n'en parle jamais assez, et pourtant c'est un manga qui... C'est un pionnier, on peut le dire. Totalement. C'est en France, Princesse Sarah faisait partie de ces moi j'ai pas grandi en France, mais c'est quand même, j'ai eu les coffrets DVD Princesse Sarah. Petite anecdote, ma mère un jour trouvait que j'étais un peu trop joyeux, c'est véridique, elle avait regardé Princesse Sarah, elle a dit regarde ça t'apprendra la vie. Et elle a eu bien raison. Elle a eu raison, c'est source de beaucoup de trauma et de mélancolie. C'est comme on m'avait aussi acheté Rémi sans famille parce que j'étais trop heureux, je sais pas. C'est une forme d'éducation comme une autre. Et Princesse Sarah, ouais, ça m'a fait une petite Madeleine de Proust que tu en parles. Et je suis désolé, on n'arrête pas de dériver, mais c'est un peu dans la DA des Full Metal Podcast de toujours aller à droite, à gauche. J'ai cru comprendre. Voilà. mais on revient toujours au sujet principal qui est quand même Chainsaw Man. Tu manifestes donc un grand amour pour Chainsaw Man, mais aussi pour Jujutsu Kaisen sur les réseaux, dont les analyses sont ô combien intéressantes. Donc je tiens à le dire aux auditeurs sur un ton beaucoup plus sérieux. N'hésitez pas à aller suivre Ayate sur TikTok, et tu t'es lancé récemment sur YouTube, parce que quelques mois déjà, mais c'est quand même une plateforme qui permet d'analyser plus longuement. Tout à fait, ouais. Et je sais pas quels sont tes projets pour YouTube. Alors ça demande beaucoup plus de travail, mais oui, j'aimerais dans un futur proche, pourquoi pas me lancer de manière plus régulière sur YouTube. D'accord. Là pour l'instant c'est vrai que TikTok ça me permet surtout en fait de produire aussi ma pensée rapidement et de la partager tout de suite sur un format court. Mais ce n'est pas pour autant que les idées ne fusent pas dans ma tête et que je n'ai pas envie de partager à ceux qui me suivent tout ce cheminement que je peux avoir. Donc ouais, carrément, YouTube c'est dans mes projets sur le long terme. Quand j'aurai le temps. Ça c'est la fameuse phrase, voilà, c'est la phrase qu'on connaît tous. Hein, quand toi comme moi, ouais, c'est très compliqué. Voilà, c'est très compliqué. Et on veut produire du contenu de qualité, mais la qualité exactement. est très chronophage par rapport au contenu sensationnel qu'on peut produire beaucoup plus facilement. Ouais. Mais il y a une forme de déception vis-à-vis de soi-même quand on produit quelque chose où on se dit j'ai produit pour produire, pour maintenir un algorithme. Ça, je me refuse de faire ça, tu vois. Je préfère ne pas poster pendant 3 semaines et revenir avec une vidéo de qualité entre grands guillemets, hein, mais ouais. Mais je vous avais dit dans ce podcast qu'on avait des invités de qualité chez Auditeur, et c'est le cas, et c'est pour ça que je ne suis... jette pas des fleurs, attention. Non, merci beaucoup d'ailleurs pour tous les compliments. Non, mais c'est véridique, je t'ai invité parce que d'abord je suis fan de tes vidéos, je suis fan de la qualité de tes vidéos et de tes analyses, et c'est pour ça que j'invite les auditeurs à s'abonner à ton contenu s'ils sont férus d'analyses très pointues avec un vrai travail de recherche derrière sur Jujutsu Kaisen. Principalement
enfin, j'en vois beaucoup de choses Kaizen, mais c'est parce que moi, ma For You page serait JJK, mais aussi, et c'est pour ça que je t'ai invité, tes amis Chainsaw Man, qui sont quand même très, très, très intéressantes aussi. Merci beaucoup. Tu me spoil un peu des fois, mais c'est pas grave. C'est les risques du métier. Non, mais c'est les risques du métier, Ouais. c'est le risque que je prends quand je choisis d'être manga en librairie plutôt que scan. Mais voilà. Trêve de mondanité qui était quand même nécessaire. Passons du coup au podcast. Rubrique 1, la forme et les influences. Donc, nous commençons donc cette première rubrique du podcast, comme avec celui de Jujutsu Kaisen, où on va parler de ce qui a influencé Tatsuki Fujimoto pour réaliser ce manga, le genre duquel il s'inspire, et qu'est-ce qui, dans cet imaginaire qu'il crée, si on fait sa généalogie, alimente le succès de Chainsaw Man, autant d'un point de vue divertissement, le manga reste un produit de divertissement, mais aussi d'un point de vue philosophique. Je tiens encore une fois à vous écouter le Full Metal Podcast, et je tiens encore une fois à remercier du coup Ayate qui a fait quand même un très long déplacement pour venir assister au podcast. Merci beaucoup, je sais pas comment on va faire pour le défraiement, mais on va essayer. mais du coup voilà, nous restons quand même dans une teinte un peu plus très légère dans ce podcast, ne vous inquiétez pas, mais ça parle de philosophie. La philosophie est une activité que l'on réalise toujours sans s'en rendre compte, ne serait-ce que par le questionnement permanent et l'émerveillement par rapport à certaines choses. Et en parlant d'émerveillement, oui, je travaille très bien mes transitions. En parlant d'émerveillement, nous pouvons parler du coup d'une sorte d'émerveillement qu'a le lecteur vis-à-vis de la forme de Chainsaw Man. Parmi les influences principales dans le travail de Tatsuki Fujimoto que l'on retrouve dans Chainsaw Man, mais aussi son one-shot dont je suis très fan, Adueri, je sais pas si tu l'as lu. On en parlera après. Ne t'en fais pas, j'ai prévu le coup. Parfait. Adueri que je trouve excellent, j'ai même un poster Adueri. Enfin, Tatsuki Fujimoto a une puissance de narration dans les one-shots qui vraiment touche une part de nous que l'on voulait garder intime et qui pourtant arrive à l'extraire du sujet vraiment et à nous la montrer dans tout son côté viscéral. Et ça, on le retrouve aussi dans Chainsaw Man, ce côté viscéral duquel on doit forcément se confronter à ça. Mais au-delà et ce côté viscéral vient d'un amour que l'on peut voir directement, parce que même dans les jaquettes, il en parle à chaque début de tome, son grand amour pour le cinéma. Et plus précisément, le cinéma d'horreur. On le retrouve dans la jaquette donc, de chacun de ces tomes, où il parle d'un film d'horreur qu'il a bien aimé. D'ailleurs, il a dit qu'il a bien aimé Hérédité. J'ai adoré Hérédité, donc parfait. C'est une des jaquettes dont je me rappelle. J'ai mes tomes Chainsaw Man, mais vous voyez les tomes avec des tomes au-dessus, donc pour l'enlever, il faut tout enlever. Donc je vais me refuser cet exercice pour aujourd'hui. Mais aussi au sein même de son œuvre, dans l'écriture de son œuvre, l'élément le plus évident étant le rappel à la tronçonneuse. Le fait que le personnage principal soit Chainsaw Man, je pense que le choix de la tronçonneuse n'était pas anodin, pour entamer une discussion là-dessus, par rapport au fait que c'est quand même un élément pionnier du cinéma d'horreur des années 80, 90, même 70, je ne me trompe pas. Massacre à la tronçonneuse, dans les Evil Dead de Sam Raimi, on a des tronçonneuses. La tronçonneuse est un instrument pratique, mais qui a été très utilisé dans le cinéma d'horreur pour créer une forme de peur et d'arrivée sonore de l'antagoniste, de la personne qui vous veut du mal, qui des fois même est le protagoniste. Et donc, on va m'en vouloir, parce qu'on me dit souvent que j'arrive pas à faire la différence entre antagoniste et protagoniste dans mes vidéos. Ah ouais? Oui, non, parce que j'avais dit qu'Eren est un antagoniste avec sous un ton assez ironique, et tout le monde dit mais tu ne comprends pas ce que c'est qu'un antagoniste. et donc vis-à-vis de la tronçonneuse, qui est un symbole fort des films d'horreur, c'est quand même intéressant d'avoir pris comme protagoniste cette fois pour son œuvre quelqu'un dont le pouvoir dans un monde d'horreur est Chainsaw Man. Et le symbole de la tronçonneuse est même très fort, on en reviendra plus en fin de podcast, mais du coup je te pose la question, quels sont les éléments dans Chainsaw Man qui selon toi s'inspirent du cinéma d'horreur? D'ailleurs, quel est ton avis sur le cinéma d'horreur? Es-tu cliente? A-t-il contribué à forger ton imaginaire? Et quel intérêt vois-tu à la confrontation à des images horrifiques? Alors, avant même que l'on s'axe sur le genre horrifique, Chainsaw Man et les œuvres de Fujimoto en général, ce sont des travaux cinématographiques dans leur entièreté. Que ce soit dans les choix narratifs ou artistiques des planches, et c'est justement ça sa force principale, c'est cette utilisation habile de la mise en page, c'est-à-dire qu'au-delà des références, il parvient à créer une espèce d'expérience immersive qui nous évoque immédiatement la nature visuelle et émotionnelle du cinéma. Là tout de suite, je pense notamment à la façon dont certains événements du manga ont été amenés, qui on le verra, mis en lumière par l'animation,
ne feront que encore mieux ressortir cette musicalité-là. Et donc en effet, pour les regards un peu plus aiguisés, du cinéma d'horreur comme tu dis. Donc pour répondre à ta question, je dirais tout d'abord l'aspect d'effroi que j'ai totalement redécouvert dans Chainsaw Man. L'effroi, c'est une émotion qui, je trouve, aujourd'hui se perd de plus en plus dans les films d'horreur mainstream, qui cherchent généralement, on va dire, qu'à créer des sortes de frayeurs momentanées. Ce qui est d'ailleurs dommage, hein, parce que c'est la base même d'un film d'horreur. Et ce qui est génial, c'est que Fujimoto nous pousse au travers sa panoplie de démons aussi loufoques qu'effrayants à complètement se réapproprier cette émotion. La première image qui me vient en tête, là, c'est l'introduction du démon ténèbres, qui résume à lui seul ce sentiment. Au-delà du fait que son apparition, c'est un événement désastreux qui va fragiliser la quasi-totalité du cast, le contexte d'inconnu, de mystique dans lequel il sera introduit définit ce qu'est l'effroi. On nous représente les enfers avec de la verdure, des jolies fleurs, ce qui peut déjà créer, tu vois, une première dissonance dans la tête du lecteur. Je pense que tu es d'accord avec ça. Totalement d'accord par rapport à cet aspect d'effroi. D'ailleurs, un de mes films d'horreur préférés, c'est It Follows. On n'a pas vraiment cette confrontation, on est dans une dynamique d'effroi. Et la raison pour laquelle moi aussi je me refuse à avoir des films d'horreur actuellement, enfin les films d'horreur mainstream, parce que je sais que ça se base sur des pulsions de frayeur momentanée, des jumpscares que je trouve pas assez intéressantes, alors que pour moi l'horreur, la vraie horreur vient du fait que ça plane, c'est là, en deçà, et on a un sentiment de malaise permanent, et on arrive par moments à ce pinacle de malaise. Par exemple Hérédité, un des relais qui a eu vraiment un effet très puissant sur moi, je sais pas si tu as vu Hérédité, c'est que tu t'en rends pas compte, mais tu as des individus cachés dans la pénombre en permanence, nus des fois, et en fait tu regardes la scène, et à un moment ton regard ça fait en fait mais ils étaient là depuis le début, et des éléments comme ça, c'est l'effroi, c'est l'effroi, ouais. et le terme effroi est très bien utilisé en effet, et je pense que Fujimoto dans sa mise en scène arrive très bien à build up cela et jouer avec aussi une forme d'innocence, notamment avec l'enfer, quand tu parlais de la verdure, tout ça, ça me rappelle, j'ai pas vu Midsommar, mais je sais que c'est dans la DA un peu de Midsommar, quelque chose que, enfin même pour moi les films d'horreur qui sont aussi très bien réalisés sont les films d'horreur qui jouent avec cet aspect très faussement innocent, naïf et beau, et en fait et quelque chose en deçà de tout cela est pourri en fait, et tu ne t'en rends compte que quand c'est déjà trop tard. Ouais. Et par exemple, c'est notamment un de mes films préférés, c'était Get Out, dans ce genre-là, qui quand même, on sent un malaise permanent. Et Fujimoto arrive à créer cette sensation de malaise. Attention, même il y a l'antagoniste qui s'appelle le Père Noël, enfin je crois que c'est ça. Oui. Tu le sais pas, c'est tout, mais il y a un malaise. En plus il prend cette figure, et je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait quand même, je parlais avec ma cousine qui fait de la psychologie, et je lui ai posé cette question, je crois que j'avais 12 ans, et on était en voiture, et elle écoutait une musique où il y avait des petites notes très aiguës, et je lui ai fait mais ça me rappelle d'une sorte de boîte à musique, et je lui ai fait est-ce que tu te rends compte que dans les films d'horreur, ce qui fait le plus peur, c'est les choses qui sont liées à de l'innocence infantile, et en fait, c'est juste extrêmement malsain. Le son des boîtes à musique, le cheval en bois qui bouge tout seul, des choses comme ça. Et ça, pour moi, c'est 10 000 fois plus efficace et on va dire les termes, qu'une nonne qui apparaît démoniaque et qui vous saute dessus d'un coup. Enfin, ça, pour moi, c'est pas jouer sur... Il y a peur et peur. Là, on joue pas sur une peur on sort du film, on a juste vécu un parc d'attractions, pour citer Scorsese, on sort du film, et la réalité est désormais teintée d'une ambiance malsaine qui nous suit jusqu'à notre sommeil, et on en perdre le sommeil après film d'horreur, pour moi, est 10 fois plus efficace quand c'est un constat que l'on fait vis-à-vis de l'existence, on fait mais c'est horrible ça, alors que après un film de jumpscare, j'ai l'impression d'avoir été dans un parc d'attractions, et je vais le dire, j'espère, attention, je me jinxe pas, qu'il n'y ait pas une nonne qui apparaisse démoniaque, voilà. Si elle sort du placard, elle a des choses à s'avouer à elle-même plus qu'à moi, mais c'est pas grave, on joue sur les expressions. mais oui, je trouve que merci beaucoup pour ton analyse, que je trouve très intéressante, qui m'a permis aussi de rebondir sur ces éléments-là.
Et oui, tu as peut-être quelque chose à rajouter. Ouais, je voulais juste pour terminer, alors déjà je rejoins totalement tout ce que tu as dit, et c'est justement là en fait tout le génie de Fujimoto avec le démon ténèbres, c'est que si tu veux sur le plan psychologique, l'effroi il est lié de près ou de loin à des concepts, comme tu as dit, l'incertitude, l'inconnu, la perte de contrôle, et c'est tout ce qui caractérise le démon ténèbres. Au final, que ce soit ses actions ou les personnages qui n'ont même pas le temps de réaliser ce qui leur arrive au final, ou même encore son esthétisme, comme on a pu le dire, toutes ces choses-là font en fait qu'il caractérise l'effroi à lui seul. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'aime beaucoup le démon ténèbres. Voilà, je voulais juste faire une déclaration d'amour au démon ténèbres. Eh bien écoute, je pense que tu as très habilement slide dans ces DM. Si à un moment dans la journée tu te rends compte que tu es dans une prairie magnifique et qu'il y a plein de portes qui apparaissent, sache qu'il accepte. Il a répondu. Voilà. Là il y a une réponse positive, enfin positive avec des grandes guillemets. Mais du coup voilà. Et oui, démon ténèbres, je crois qu'en plus que dans l'imaginaire des lecteurs, ça a été le démon le plus efficace, qui a été le plus repris. Même dans les tatouages, on voit que c'est souvent le démon ténèbres qui revient. Même au niveau des édits et tout. C'est ça, son introduction est incroyable, même si on a un autre démon qui a une introduction magnifique, hashtag domination. Mais oui, non, ce démon-là est... Ouais. Mais donc c'est tous ces codes d'horreur de base... dans tous les codes de base qu'il reprend du cinéma d'horreur, Fujimoto arrive à exploiter un maximum en fait chacune de ces choses. Dans le sens, il y a pas une plus que l'autre. Tu vois ce que je veux te dire ? C'est très mal formulé. Non mais c'est très très bien formulé aussi parce que ça retranscrit très bien ce que veut faire Fujimoto. Mais oui, on pourrait en effet trouver un intérêt dans le genre horrifique. Ah oui, d'ailleurs, est-ce que, vis-à-vis de l'intérêt du genre horrifique, est-ce que potentiellement tu as une réflexion par rapport à ça ? Est-ce que en quoi c'est intéressant parce que on a parlé de la forme, de le genre horrifique très efficace. Pourquoi on aime ça dans Chainsaw Man ? Pourquoi on aime se confronter à ces images-là ? C'est quand même assez intéressant. Parce qu'il y a ceux qui vont de la théorie que c'est un rappel du coup de la survie, à quelque chose qu'il ne faut pas oublier, quelque chose qui excite quelque chose en nous, qui nous rappelle qu'on est vivant. Les théories sont multiples par rapport à ça. Et je voulais savoir du coup ton avis sur cette question, notamment quel intérêt vois-tu à la confrontation à des images horrifiques ? Ok. Alors déjà juste pour rebondir sur la question juste avant, je t'avouerai que je n'ai jamais été une énorme consommatrice de la fiction d'horreur en général. Mesdames et messieurs, c'était le Full Metal Podcast, merci. Non, je rigole. Vas-y, je t'écoute. Quoique si ce n'est peut-être la série de livres Chair de poule, je pense que tu connais. Oui, je connais. Que je lisais plus jeune. Ou alors les seules fois où j'ai été cliente de ce genre de contenu, c'était plus dans un contexte de rigolade. Mais qui dit contexte de rigolade dit aussi quelque part recherche de peut-être de nouvelles expériences émotionnelles. Donc consciemment ou inconsciemment, forcément que ça a contribué à forger mon imaginaire. Parce que le cinéma d'horreur aussi se caractérise avant tout par le visuel. C'est ça qui laisse une empreinte durable dans nos mémoires. Et c'est pour ça qu'on s'y confronte aussi. C'est parce qu'on est aussi quelque part à la recherche de quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les autres genres. Alors quel intérêt je vois à la confrontation donc, des images horrifiques ? Tu me diras ce que t'en penses. Mais peut-être que cette horreur peut être aussi utilisée comme un moyen de réflexion sur des aspects plus profonds de l'existence humaine, notamment la mortalité, la peur de l'inconnu, etc. Et ça, on le sent dans la symbolique de chacun des personnages et des mots. La corrélation à chaque fois entre ce que définit la peur primaire, le chara-design, le contexte aussi dans lequel ils sont introduits, je dirais, viennent construire une piste de réflexion et d'imagination pour le lecteur. Après, on peut aussi simplement considérer ça comme une forme d'art qui exploite juste le côté sombre. Je sais pas, je pense que c'est peut-être aussi à tout à chacun d'interpréter cela comme il lui semble. Certains viendront rechercher l'adrénaline, d'autres comme toi et moi, peut-être un aspect plus philosophique. Je pense que, ouais.
Merci infiniment pour cette réponse très complète et je rebondis sur tes éléments que tu as dit parce que notamment la volonté de retrouver, de se confronter à des choses que l'on du quotidien mais qu'on retrouve du coup dans ces films, la mortalité, tout cela, enfin ces concepts que tu as mobilisés et c'est une analyse très et c'est pour ça que moi de toute façon j'étais allé de cette analyse là de base aussi, une analyse très nietzschéenne en effet par rapport au fait qu'il faut se confronter, il faut apprendre à se confronter à des images terribles. C'est dans La naissance de la tragédie qu'il développe cette thèse que l'être humain a arrêté de vouloir se confronter à des tragédies, à l'aspect terrible de l'existence et veut se conforter toujours dans une pensée qui lui permet de ne voir que l'aspect positif de la vie et ça le rendrait plus fort, alors que c'est l'inverse. Ce qui rend plus fort en fait, c'est de se dire que ça existe et de côtoyer cela. Et dans la philosophie japonaise, on pourrait rapprocher ça potentiellement à la pensée du Bushido qui dit que on vit en côtoyant la mort dans cette pensée-là. Dans les œuvres de Miyamoto Musashi, il le dit, hein, c'est le vrai samouraï est quelqu'un qui sait que la mort l'accompagne en permanence et c'est ainsi qu'il peut véritablement vivre. Et les films d'horreur, les images horrifiques ont donc un aspect éthique et pratique, dans le sens où, mais aussi épistémique. Épistémique dans le sens, épistémique pour nos auditeurs, ça veut dire qu'au niveau de la connaissance, ça nous apporte quelque chose. La confrontation à des représentations qui vont montrer l'aspect terrible de l'existence et faire réémerger un sentiment primaire, une pulsion qui nous rappelle et qui nous permet de connaître le monde de façon plus probe, plus honnête, à travers le prisme de la peur. Le monde, c'est aussi ça. Le monde, c'est aussi la peur des ténèbres. Le monde, c'est aussi la peur de la mortalité. Le monde, c'est aussi la peur de la domination. Et Chainsaw Man, justement, c'est quand même une représentation dans le manga qui est faite de façon... on reste toujours dans la forme, mais dans la forme, nous permet de nous rappeler cela, mais avec un côté divertissement et un côté... on adore lire Chainsaw Man parce que, oui, dans le monde, il y a la guerre, dans le monde, il y a la famine, là, on parle des démons, mais il y a aussi bon, il y a le démon tomate, je crois que lui il est pas très puissant. mais je faisais partie de ceux quand ils étaient enfants, ils enlevaient toujours la tomate de leur burger. Mais c'est pas grave, ça c'est un autre podcast, on le fera. Comment oses-tu faire mais désormais ça va, je la laisse. Okay. Je vois l'aspect juteux de la chose. Mais okay. Tu es pardonné. Mais effectivement, il y a donc cette confrontation à ces choses réelles du monde. On peut dire que ça renforce l'individu parce qu'il a un rapport aux choses qui est plus vrai, plutôt que le rapport où il se ment à lui-même en disant mais non, il n'y a pas ça et je veux imposer au monde quelque chose qui est que de la positivité ou autre. Ça existe. Un personnage qui serait dans le déni dans Chainsaw Man, j'en ai pas en tête, potentiellement je pensais à Aki, mais Aki aussi a une version très délusionnelle, enfin non pas délusionnelle, mais il est pas dans l'illusion, il sait que les choses sont horribles, tout cela, il a vécu un grand traumatisme. Quand même, ouais. Oui, quand même. Mais non, j'essaie de trouver un personnage qui se refuse cet aspect horrible, mais je pense qu'ils sont tous très conscients que le monde est comme ça, vu que totalement. Peut-être dans la partie 2, où ils veulent ériger un monde parfait, enfin, s'il y en a un. Il y en a un. Vas-y, je t'écoute. Qui c'est ce personnage sait que le monde est comme ça, mais se le refuse veut que le monde soit ailleurs. On rentre dans une partie où, justement, bon, pour ceux qui ont lu, ils savent, c'est Makima. À mon sens. Ah, mais oui, mais totalement, c'est d'une évidence en plus. C'est le projet de Makima. Makima est l'idéaliste dans Chainsaw Man. C'est-à-dire, ça m'avait étonné pourquoi elle est... Je regardais les MBTI, je voyais qu'elle était ENFJ, mais pourquoi Makima est ENFJ, elle n'a rien à voir avec les autres. Mais c'est parce que Makima est une idéaliste qui veut que le monde soit parfait. Donc peut-être que Makima est cette personne qui sait que le monde est comme ça, mais se refuse à ce que le monde continue d'être comme ça et veut que toutes les peurs disparaissent potentiellement. Mais et donc ce serait une relecture intéressante, en tout cas des travaux de Nietzsche à travers Chainsaw Man, notamment le sens de la tragédie. Nous avons un besoin, en fait, qu'on ne veut pas reconnaître, de se confronter à ces images-là. Tu me diras ce que tu en penses justement de cette pensée nietzschéenne, de comprendre le monde en tant qu'il n'est pas qu'amour, paix et beauté, mais qu'il peut être aussi atroce, cruel, et que sans aller dans des concepts idéaux ou trop humains, il est effrayant. Tu parlais de l'effroi, mais c'est ça, le monde est effrayant. On rentre pas tous à 3h du matin dans une ruelle sombre en se disant voilà, c'est comme ça que Batman est né. Non, il est effrayant et ça nous rappelle notre condition d'être humain, d'être vivant, doté d'instinct, doté d'une pulsion qui nous amène à vouloir vivre, mais vivre d'une façon réelle, pas vivre dans une illusion, vivre dans d'une façon réaliste tout simplement. Et d'un autre côté, nous avons aussi la fonction cathartique de ces films, à mon sens. Donc ça c'est le point où je parle du coup de la fonction pratique. Ça fait aussi du bien
parce qu'on se délivre de nos angoisses et en se confrontant à ces dernières. Lire du Chainsaw Man, voir des films d'horreur, ça nous permet de se purger notre âme. Ça c'est plus aristotélicien aussi, mais il y a évidemment une pédagogie à cela pour ne pas tomber dans une forme de traumatisme. On n'a pas envie de traumatiser non plus la personne et autres, il faut savoir bien le faire. Mais je sais pas si tu as déjà vécu cette expérience, mais des fois on sort d'un film vraiment d'horreur un peu tranquillisé et anesthésié d'une certaine façon. Il y a notre âme, notre esprit est anesthésié après avoir vu tout ça, et à force de se confronter, et c'est un plus parce que ça nous permet justement de sortir de ce trop plein d'émotions qu'on a déjà en nous. Et je sais pas si tu le ressens, en tout cas. Alors, comme dit précédemment, je ne suis pas la plus grande consommatrice qui existe de films d'horreur, mais c'est vrai que oui, le peu de fois où j'ai pu aller en voir au cinéma, ça m'a fait, ouais, ça m'a. Alors, je dirais plus personnellement que ça me fait rire dans le sens où je pars avec cette envie absolue de vouloir ressentir l'effroi, comme je te disais juste avant, et puis j'en ressors tranquillisée parce que justement je n'ai pas ressenti ça. Parce que ça me fait peur aussi. C'est le but d'un film d'horreur. Mais ouais, non, je te rejoins en fait. Ok, d'accord. Je n'ai rien à rajouter à ce que tu viens de dire. Merci beaucoup, merci. Le podcast, je le dis, Ayata a confirmé une idée que je développais. Parfait, j'ai réussi, donc ma journée est réussie. mais du coup, oui, Chainsaw Man, par ces démons qui représentent les peurs des hommes, la peur du genre humain, c'est une belle métaphore de la confrontation, du côtoiement, parce qu'ils côtoient littéralement leur peur. Ouais. Ça, c'est quand même très intéressant et très puissant de créer une fiction où on vit dans un rapport usuel, habituel, quotidien avec nos peurs qui sont littéralement matérialisées et on sait qu'elles existent et même on les instrumentalise dans Chainsaw Man, notamment le démon poule, si je me rappelle, qui introduit la deuxième partie, qui est instrumentalisé pour créer justement quelque chose avec un lien avec les élèves. Ouais. Et on a donc un intérêt à s'y confronter, donc autant parce qu'on veut savoir dans Chainsaw Man à quoi ressemble, alors je crois que c'est un des trucs les plus efficaces dans Chainsaw Man, à quoi va ressembler une telle peur. Surtout les plus grandes peurs. Moi, j'ai toujours cette excitation de me dire, mais attends, mais cette peur-là, comment il va la mettre visuellement, à quoi elle va ressembler parce qu'il y a une excitation de vouloir s'y confronter. On veut savoir à quel point il est fort dans cette confrontation, mais aussi on retrouve donc aussi la thèse aristotélicienne avec sa catharsis. Une fois qu'on en parlait maintenant du genre de l'horreur qui a alimenté Chainsaw Man, je pense qu'on peut aussi parler, et tu l'as déjà un peu évoqué, du style Fujimoto, un style très cinématographique. Ouais. Parce que lire du Fujimoto, à mon sens, c'est regarder un film. Complètement d'accord avec toi. Vraiment. J'ai un ami qui lit pas de manga, mais qui est un grand fan de films, et là on va y venir. J'ai dit, écoute, tu veux pas une série longue, t'aimes bien le cinéma, je vais lui donner Adieu Eri. Ok. Il a dit qu'il a trouvé le découpage, sa première base, le découpage est très intéressant et lui parler. Parce que c'est cinématographique. Ouais. J'ai même avec le démon pistolet, si je me trompe pas, enfin l'antagoniste d'Aki, avec la représentation. En plus, à chaque fois, je vais le dire, j'ai les musiques d'Edith quand je lis. Il y a une bande son qui accompagne. Oui. C'est très puissant. C'est très très puissant, ouais. Alors moi, je n'ai pas lu. Alors c'était Adieu Eri, c'est ça que tu m'as dit. Goodbye, alors moi, j'ai lu du coup de Fujimoto, j'ai lu Look Back, qui pareil, je sais pas si tu vois, tu sais la planche. J'ai plus le nom du personnage, mais tu sais, qui dansait sous la pluie. Oui. Tu vois, cette planche, pour moi, c'est l'image de la cinématographie de Fujimoto. Si pour moi, une planche devait représenter cette cinématographie qu'il peut avoir dans ses œuvres, c'est celle-là. Je la trouve très puissante. Et je trouve que c'est limite un tableau, en fait, en final, qu'on pourrait analyser pendant des heures, quoi. Mais c'est ça, c'est des tableaux, et le découpage, des fois, on a même juste dans les derniers, comment ça s'appelle, tomes, mais par exemple dans le tome 13, il y a un découpage à un moment au niveau d'une discussion dans un jardin, voilà, je suis en train de le montrer, donc vous les auditeurs vous l'avez pas, mais il y a un découpage que je trouve tellement intéressant parce que c'est des scènes de film là, on dirait une coupe
Je sais que c'est littéralement, je pense, la première fois que je vois un découpage comme ça dans un manga. Hein. Et voilà, et après, on finit sur une grande scène où personne ne parle. C'est ça. Mais en fait, la scène parle, elle hurle, à mon sens. Ça hurle de tous les non-dits, ça hurle du malaise, ça hurle du... Par exemple, et là, après, vraiment, on passe à autre chose, mais c'est bon, on a déjà tout compris. On a déjà tout compris, alors que vraiment... Enfin voilà, ce découpage-là. Et si je me permets encore une fois d'aller voir Adueri très rapidement, pourquoi j'ai dit ouais, parce que Adueri, en fait, c'est excuse-moi, c'est le point de vue d'une caméra. Et donc, vraiment, les cases, c'est vraiment un découpage film. Et on n'a pas ça dans les autres mangas. Ouais. C'est l'évolution d'une situation. C'est vraiment des pellicules, des coupes, comme le dirait Deleuze. C'est des coupes, c'est de l'image-mouvement. Et c'est ça qui est génial dans Style Fujimoto. Donc je me permets en tout cas de te poser la question de façon formelle. Peut-être que tu liras tes notes, je sais pas. Quel est ton avis sur le style Fujimoto et en quoi il se démarque de ses collègues mangaka et ce qui en fait sa force? Ok. Alors, déjà je pense qu'on est d'accord pour dire que Fujimoto c'est un artiste assez unique. Hein. Pas seulement dans sa narration ou ses visuels, mais je dirais dans la saveur même de ce qu'il nous propose. Fujimoto n'a pas peur de s'exprimer, quitte à déranger combien de fois on a pu le qualifier de problématique. Alors certes, je ne nie pas les scènes explicites qui peuvent y faire référence, juste ça reste des concepts de surface. En réalité, ça va bien plus loin dans la réflexion, et c'est ce qui me fascine en fait de lui. D'ailleurs, je pense même que... Alors là, je vais peut-être un peu pousser la réflexion un peu loin. Je pense même que, quelque part, Chainsaw Man, c'est une critique de Fujimoto sur le shonen. On sait que le shonen est à la tête de l'industrie du manga depuis littéralement des décennies. Je vais juste faire un petit point qui va servir à mieux comprendre ce que je vais dire par la suite. Les mangas les plus vendus de tous les temps sont des shonen. Dragon Ball, One Piece, Naruto, Kimetsu, je crois aussi plus récemment. Kimetsu no Yaiba a été le plus vendu déjà au Japon il y a 2 ans. Maintenant, c'est Jijika depuis 2 ans qui est en train de monter. De tout rafler, de tout rafler. Merci Jijika, bravo Jijika. Bravo Kenny, tu es too much, mais... Kenny, sache qu'on est fiers de toi. Voilà, tu arrives à carry le manga. Ok. Bon, restons professionnels. Donc ouais. Je suis désolé, rapidement pour les auditeurs, on parlait Jijika avant et le personnage de Kenjaku, et on a eu plein de private jokes sur Kenjaku, donc voilà, nous pouvons continuer l'analyse sérieuse. Donc, pour continuer ce que je disais, donc Kimetsu, etc. Donc des œuvres qui ont pour caractéristique le même credo, l'amitié, l'effort, la victoire, à savoir que cette devise particulièrement, elle existe depuis les années 70 dans l'industrie et qu'elle a joué un rôle déterminant dans le développement de ce genre parce que le Jump était fortement réticent à l'idée que les héros perdent, ou qu'ils aient du moins à subir des défaites qui avaient un certain degré de permanence. Voilà ce qu'ils ne voulaient pas, clairement. Donc tu voulais dire quelque chose peut-être ? Oui, très rapidement, oui, non, parce que tu m'y fais penser, mais je voulais pas t'interrompre. C'était par rapport à une TikTokeuse qui s'appelle Mutamanga, je sais pas si tu la suis, mais elle a sorti une vidéo que j'ai vu hier très rapidement parce que j'étais dans le tram, voilà. Mais du coup, heureusement qu'elle écrit dans ses TikToks, ce que j'ai pu lire. Elle disait que la chose elle adore One Piece, mais la chose qu'elle n'aime, un des éléments qu'elle n'aime pas dans One Piece, c'est que les personnages sont jamais vraiment mis en danger et que ça fait perdre de l'enjeu dans l'œuvre parce que d'une certaine façon, parce qu'on le sait, je n'apprends rien aux fans de One Piece, mais les Mugiwara, on n'arrête pas de vouloir dire non mais lui il mourra, non mais Zoro mourra, mais en vrai, si on est totalement sincère avec nous-mêmes, ils survivent tous. Bien sûr, bien sûr. Donc oui, excuse-moi. Donc c'était à part c'est un plot twist. Bizarrement, le personnage le plus apprécié est celui dont la mort est le plus fantasmé, c'est-à-dire Zoro. Ouais, c'est vrai, ouais. Laissez-le tranquille. Les gens veulent le voir mourir. Voilà, il a déjà perdu son... Alors oui, c'est la mort du samouraï, tout ça et tout. Sûr, mais bon, un podcast One Piece bientôt, vous inquiétez pas. Voilà, c'était le teaser. Donc voilà, c'est cette devise, elle est aussi révélatrice du modèle que le manga shonen s'est construit par essai et erreur, et aujourd'hui on sort de plus en plus de cette vision. Et donc au cours de ce qu'on appelle l'âge d'or, donc dans les années 80-90, détail important à retenir, il y avait ce fantasme qui soutenait l'idée que les héros auxquels le jeune lectorat masculin s'associait, ils sont nés d'une détermination, excusez-moi, sans fin, et d'une croyance en leurs amis et qui seront toujours en mesure de réaliser leurs rêves en conséquence, etc.
voilà, on connaît quoi comment dirais-je? Le pattern. Ouais, le pattern, exactement. Ah, mais Chose que Fujimoto détruit, mais alors complètement, parce que c'est avec insolence, et on adore ça, qui va non pas révolutionner l'industrie, parce que des protagonistes imparfaits, il en existait déjà, mais il va créer justement un protagoniste qui vit dans les années 90, d'où le détail juste avant. Je vous avais dit que ces analyses étaient géniales. Et c'est à cette période que du coup l'histoire se déroule, quoi. Qui est tout sauf ce fantasme du héros parfait dont je te parlais. Et c'est ça qui le démarque, Fujimoto, justement, des autres. C'est cette subtilité qu'il peut avoir dans sa façon de réflexionner. Autre point qui, selon moi, le distingue de ses congénères, c'est la façon dont il représente les femmes dans ses œuvres. Que ce soit donc Look Back, Fire Punch ou même encore Goodbye Eri. Vas-y, je te laisse en parler si jamais tu veux. Alors, on parlait... Enfin, des personnages féminins, du moins. Ah, les personnages féminins dans les œuvres de Fujimoto. Alors, en tout cas, dans Chainsaw Man, oui, j'adore la représentation que sont les personnages féminins. Donc, par exemple, Power, je trouve que c'est un personnage tellement intéressant à lire dans son évolution, d'où elle part et où elle vient. Et effectivement, il y a toujours une partie de la communauté manga, parce qu'on est dans une communauté qui est toujours dans un rapport de... Oui, on veut le voir pour le fanservice, tout ça, alors lui, il répond pas à ses exigences, il répond beaucoup plus à exigences. Je veux des figures féminines intéressantes et qui portent vraiment l'œuvre, et c'est pour ça que la partie 2 pour moi est excellente aussi, parce qu'on a l'introduction d'un personnage qui vole la caméra, et là on peut parler de caméra, clairement, elle vole la caméra, et dans Adieu Eri, oui, elle a tellement de profondeur, ce personnage, et en fait les personnages ont tous de la profondeur, et c'est pas genré leur profondeur, ils en ont tous, même Makima, qui peut sembler être un personnage qui nourrit principalement le fantasme du lectorat, est un personnage avec une profondeur monstrueuse, c'est le cas de le dire, enfin voilà quoi. Et pour revenir aussi sur ce que tu disais par rapport au ras-le-bol vis-à-vis du shonen, c'est même quelque chose que l'on retrouve beaucoup dans la communauté manga, en tout cas par rapport au comment ça s'appelle, le ras-le-bol, on a commencé à le sentir dans les années 2000, on voulait plus voir le même produit refait, notamment avec un qui en a beaucoup souffert, c'est Fairy Tail. Fairy Tail par exemple est un manga qui a souffert de ça, parce que, alors je me rappelle plus le nom du mangaka, je l'ai en tête en permanence, mais ça j'ai oublié, en tout cas voilà, et j'en parlais avec un ami, donc Versin, qui aime beaucoup Fairy Tail, et j'ai allé du fait qu'il est dans une industrialisation plus qu'une création artistique puissante, et que c'est toujours la même chose, ça se voit même dans les chara design, pour répondre aux exigences en fait du Jump, aux exigences fanservice, aux exigences tout ça, et il peut y avoir une histoire intéressante, mais même dans Fairy Tail on a beaucoup de personnages de One Piece qui sont repris, et on retrouve un Kuma, on retrouve un Shanks, enfin Gildart c'est Shanks, voilà, faut arrêter de se voiler, ils vont chez le même coiffeur, ils ont le même gel, non mais clairement le même bus tous les matins, voilà, c'est ça. J'ai cette image des deux dans le même, à l'arrêt de bus, ils vont franchement, même si on se trompe et chacun va dans l'univers de l'autre, c'est pas un souci, ils verront pas la différence. Littéralement. Oui, voilà. Vraiment. Mais et oui, alors par contre sur l'analyse que tu as donnée vis-à-vis de la temporalité, à quel moment ça intervient, vraiment ça c'est pas occuré, je sais pas, dans mon esprit, mais c'est tellement, voilà, c'est tellement vrai, c'est tellement quand on voit l'univers temporel dans lequel ils évoluent, c'est totalement ça. J'avais aussi la petite blague que j'avais lu rapidement. Vous vous rendez compte que dans le temps où t'écris Chainsaw Man, Denji est plus âgé que Gojo si on les met dans la même temporalité. Et ça m'a fait rire. Je me suis dit, j'imagine Denji en aîné de Gojo, et à quel point c'est pas un exemple. Là, il y a plus de senpai possible. Là, vraiment pas. Mais d'accord, oui, voilà. Donc c'était mon avis par rapport à ton analyse, que je trouve très très pointu et effectivement très vrai, dans le sens où Tatsuki Fujimoto, par rapport à ses figures féminines, elle les fait rayonner. Il sait les faire rayonner. Elles sortent des carcans. En fait, elles sont vraies, elles aussi. Elles sont complètes. Exactement. Elles sont réelles. Par exemple, elles ont une sexualité qui est humaine. Par exemple, ne serait-ce que Himeno. On la voit souvent dans des par rapport à ça, mais elle représente tellement donc cette femme dans cette tranche d'âge, avec ce qu'elle a vécu, avec la relation qu'elle a avec les autres, tout cela. Enfin voilà, elle est très profonde de ce point de vue-là. Donc on a parlé Power parce qu'elle faisait partie du trio, Makima aussi, et même Riz, si je me trompe pas, Redze, voilà. J'ai mis à Malcolm
Mais elle aussi, enfin, enfin, les personnages féminins de Fujimoto sont touchantes et en fait, moi, c'est ce que je veux dire, c'est qu'elles sont vraies. Elles sont vraies, ça fait du bien. C'est ça. Et surtout, alors, elles ne brillent pas à cause de leur quantité, ce qui est quelque chose qu'on peut noter aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnages féminins, mais plutôt dans la façon dont il les met en avant. Il y a un point qu'on remarque surtout dans les antagonistes féminins, et dans les antagonistes en général, dans pas moins de 3 arcs successifs constituant la majeure partie de la série, Fujimoto présente un méchant masculin, donc, comme la menace initiale, pour le dénigrer, entre guillemets, en faveur d'une femme. Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Maintenant, j'ai tous les combats et j'ai tous les trucs en tête, mais c'est vrai. On peut parler de l'homme katana, je crois. Oui. Le démon chauve-souris, après l'autre démon. Le démon typhon avec Ridze, le Père Noël, Makima, sur lequel on reviendra, je pense, un peu plus tard. Tout ça pour dire que c'est important parce que ça démêle fondamentalement et complètement le fantasme du pouvoir centré sur les hommes et le genre dans le shonen. Oui. En ayant justement des femmes qui surplombent constamment les hommes à chaque tournant. Donc ça, c'est le point féminin. Et vive les femmes dans Chainsaw Man. Et vive les femmes, et surtout dans Chainsaw Man. Et vive les femmes de Chainsaw Man. Oui, vive les femmes aussi en règle générale. Mais en fait, je veux pas que mes auditeurs pensent que je suis un Kinsanji. Donc, un misogyne. On insiste une dernière fois. Mais non, pas un Kinsanji dans le sens où... voilà. Ok, pardon. Autant. mais voilà. Et je me permets juste, mais par exemple, le personnage d'Asa, ce que j'adorais chez elle, c'est qu'on a tout de suite le mal-être de cette étudiante qui nous a été très 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 bien retranscrit vis-à-vis de son physique, vis-à-vis de sa relation avec les autres, vis-à-vis de sa maladresse, des choses que l'on vit vraiment. Enfin, fiction et réalité quand même se font une très belle danse dans Chainsaw Man. Et ça, on n'est pas dans quelque chose, même si la fiction est très réelle dans Chainsaw Man. Et c'est quelque chose que je trouve qui répond aussi à un crave du lecteur qui est waouh, enfin on a cette représentation à travers ça. Mais voilà, c'était mon petit digression. Et du coup, pour terminer rapidement, je te rejoins totalement aussi sur ce que tu disais. L'une des choses que je préfère chez Fujimoto, c'est la manière dont il aborde l'histoire et le développement des personnages. Il a une maîtrise de la narration. Enfin, je veux dire, son credo, j'ai l'impression, c'est montrer, ne pas raconter. Ses mises en page, ses panels sont semblables à des coupures dans un film, alors que beaucoup d'autres mangaka shonen ont tendance à utiliser justement une bulle de pensée de monologue ou des séquences de flashback pour développer les personnages, pour montrer ce qu'ils ressentent. Lui, il évoque visuellement l'émotion en utilisant ses panels pour souligner l'impact émotionnel. Et je me permets rapidement, mais je trouve que c'est l'anti-Gege. Gege est pas dans le visuel, il est toujours dans la suggestion, la surexplication et suggestion, parce que la plupart des grands événements, on les voit pas. Ouais, c'est vrai. Par exemple, dans l'animé, la mort de Jogo, on n'y assiste pas. Ouais, c'est vrai. La mort de plein de personnages importants, je ne vais pas en parler d'un, mais on la voit pas. Et on est toujours dans une suggestion et il y a l'impact visuel par moment, mais il y a une surexplication, alors que Fujimoto c'est l'inverse. Il n'y a pas d'explication par moment, c'est juste comme je l'avais montré, des planches, 2-3 dialogues et tout, mais la planche elle hurle ce que ça veut dire. Je trouve que c'est une très belle métaphore de le visuel qui est muselé mais en même temps hurle en même temps le sens de la chose. Ça. Carrément. Je suis désolé, je t'ai interrompu encore. Non, absolument pas, t'inquiète. J'avais fini mon propos, donc tu peux enchaîner si tu le souhaites. D'accord. Je vois ta fiche avec l'écriture encore, je me dis peut-être que je l'ai vraiment c'est moi qui parle trop aussi. Non, t'inquiète, c'est un podcast. C'est vrai. Donc effectivement, je reviens sur mes notes. Donc il y a la cinématographie dans son œuvre, l'amour pour ce médium qui est très bien retranscrit, la puissance de la création artistique cinématographique, de la fiction. Et là, on pouvait parler d'Adueri, mais on l'a déjà fait, ce qui est très bien. Nous passons donc à la deuxième rubrique. Rubrique 2, les personnages et le fond.
Mais passons à l'œuvre désormais. Je dis ça alors comme si on n'en avait pas du tout parlé. Alors qu'on ne peut parler. Chainsaw Man parle donc d'un monde où les peurs sont matérialisées, les peurs humaines, et prennent la forme de démons qui sont proportionnels à la peur que ça insiste au genre humain. Et nous suivons donc une société de Devil Hunters qui sont soit dans le domaine public ou privé, et plus précisément les aventures d'un protagoniste qui s'appelle Denji. Denji est un véritable anti-héros, une racaille, comme on pourrait potentiellement le désigner, qui va se retrouver, qui va fusionner avec Pochita, qui se trouve être le démon tronçonneuse, le Chainsaw Man, et qui va être engagé par Makima, qui est donc une Devil Hunter, bon, voilà. Devil Hunter. Pas de féminin, je crois. Peut-être, je ne sais pas, qui va donc l'engager, et en échange donc d'une reconnaissance qu'elle a envers lui, en tant qu'elle est la première à le reconnaître en tant qu'un être humain, pas en tant qu'un déchet social. Et de là, les aventures commencent, et on va déjà parler pas mal de ces aventures-là plus tard. Alors, plutôt, nous ne parlerons que de la partie 1 dans un premier temps, et même nous ne parlons que de la partie 1, même si on a parlé du personnage d'Asa rapidement, mais sans dire ce qui se passait. Dans la partie 1 du coup de Chainsaw Man, j'aimerais te poser une question, et on a aussi un peu parlé de ça, mais quel est ton avis sur le personnage de Denji, et du rapport qu'a Denji avec ses espérances ? Alors, Denji, c'est probablement l'un des personnages que j'ai personnellement trouvé le plus cru et réaliste avec Pun Pun de Inyo Asano. On nous présente le type comme un parfait idiot dont la perspective de vie ne va pas plus loin que ses idées perverses, et ça dès le début. Alors on se dit que ça rentre en dissonance totale finalement avec son passé, enfin comment quelqu'un qui a connu tant de souffrances peut être aussi abrupt. Dès le début, Fujimoto l'introduit de cette façon. Denji décide qu'il a besoin d'une sorte de but dans sa vie. Alors il regarde des magazines à certains caractères et il décide qu'il a besoin de toucher une poitrine. Ça c'est le topo en gros. Et ça, mine de rien, c'est un moment super important. C'est important pour établir plusieurs choses. La première étant la prémisse fondamentale de l'arc du personnage de Denji. Cependant, et ironiquement, ça fait également écho, pour revenir à ce que je disais avant, aux objectifs et raisons pour lesquels les héros shonen avancent, entre guillemets, s'ils avancent parfaitement, c'est parce qu'ils ont des objectifs. Être Hokage, être le roi des pirates, être le plus fort, etc. L'idée d'un héros qui se construit autour d'une sorte d'objectif, et donc souvent l'objectif c'est d'atteindre une position apparemment impossible dans la vie ou d'être à la hauteur d'une personne qu'ils admirent. Enfin je veux dire, l'objectif est toujours altruiste et ils améliorent les gens autour d'eux grâce à une influence qui les inspire à être meilleurs. Donc dans ces cas-là, si on parle de ce topo-là, quel serait le but de Denji ? Denji, donc comme je l'ai dit au hasard, décide de choisir un objectif plutôt stupide comme but dans la vie. Même si cela ne signifie rien. Lorsque pouvoir lui donne exactement ce qu'il veut en accomplissant son objectif, il souffre d'une crise existentielle qui démontre à quel point l'idée de se construire autour de telles choses est inutilement facile et dommageable. En fait, à partir de là, l'objectif de Denji revient à être utilisé par les gens. Il pense que Makima peut lui donner quelque chose qui le satisfait, et donc à partir de là, il agit que sur ça. Donc en effet, tout le personnage de Denji, il semble tiré du héros shonen standard, mais tordu en quelque sorte. Enfin, comme si c'était quelque chose de beaucoup plus cynique à travers son histoire. Par exemple, sa faible intelligence, elle est née du fait qu'il a grandi sans éducation. Son appétit énorme, il est dû à la façon dont il a grandi. Son manque de compétences sociales, c'est dû au fait qu'il a grandi avec seulement un chien muet comme ami. Enfin, je veux dire, tout ça font que Denji est à la fois un personnage réaliste, mais ironiquement, Denji n'est pas si différent aussi du protagoniste classique qu'on connaît aussi, tu vois. On lui a pas donné l'occasion d'avoir des valeurs vertueuses. C'est ça, il est juste cadré sous l'objectif d'un être humain sans aucun filtre en fait. C'est Denji, c'est le gars paumé, la vie lui a rien donné et évidemment il a fait avec ce qu'il avait, et donc il a des ambitions calées par rapport à ce qu'il fait. Et je voulais revenir sur la scène que tu as évoquée quand il voit le magazine, parce que pour moi cette scène elle est hyper importante. Mais c'est sur les cases d'après que mon regard s'était un peu plus attardé personnellement. C'était quand il voit les gens et qu'il commence dans la rue et qu'il est par fenêtre, il dit j'ai tout ce que j'ai toujours voulu là, j'ai un appart, tout ça et tout, et il fait mais il me manque quelque chose pour être reconnu comme un humain. C'est qu'il me manque ce qui leur manque. Ils sont toujours en train de vouloir de plus en plus. J'ai envie d'être comme eux, de vouloir moi aussi. Donc en fait, Denji rentre dans une dynamique où il se rend compte que ce qu'il se refusait de faire, parce que la vie lui a donné, c'était de désirer. Il se rend compte qu'il rendrait beaucoup plus humain, c'est qu'il commence à désirer de façon disproportionnée, comme les autres, et de ne jamais être satisfait. Parce qu'il avait besoin d'être satisfait par le minimum avant. Ce qui est une dynamique très épicurienne.
Et Épicure dit que pour atteindre le bonheur, il faut désirer le minimum, le naturel nécessaire, contrairement à ce qu'on pense de façon générale. C'est-à-dire que Épicure dit que l'excès de désir qui nous amène à être malheureux parce qu'on ne pourra pas combler ses désirs. Mais en fait, Denji, c'est aussi un personnage qui a besoin, pour être reconnu aussi en tant qu'humain, parce que c'est Makima qui l'a premièrement reconnu, de vouloir des choses, mais son naturel et son vécu d'avant est tellement fort qu'il se satisfait toujours de pas grand chose, et ça prend totalement sens, notamment dans comment on peut briser Denji, sa promesse avec Pochita, en lui offrant beaucoup, et que ça devienne sa norme, et qu'on peut enfin lui retirer des choses, parce qu'il a dit à Pochita qu'il vivrait la vie dont il a toujours rêvé. Et l'antagoniste de la partie 1 lui donne ce dont il a toujours voulu et lui dit à un moment, c'était impossible de briser ta promesse parce que tu n'avais besoin de rien, alors je t'ai tout donné pour ensuite tout te reprendre, et c'est ainsi que je pouvais te briser. Et c'est là où Denji se rend compte effectivement que il était d'une certaine façon, il avait une force très grande qui naît parce que paradoxalement il n'a pas des grandes valeurs, c'est pas un héros de shonen classique tout cela, mais à côté il n'a pas besoin de chercher le One Piece, il n'a pas besoin d'être Hokage, il n'a pas besoin de ça, il a besoin d'une tartine avec de la confiture, c'est tout, et une poitrine pour être heureux, mais c'est tout en fait, et c'est la force du personnage, et c'est ce qui crée que dans la relation Denji Aki Power, il atteint aussi quelque chose de sacré qu'il n'osait même pas imaginer, et en lui offrant cette chose sacrée, on lui a fait comprendre que le bonheur réside dans quelque chose qui dépasse le simple matériel. Et c'est là où le désir devient comblé, certes, mais aussi ouvert à une porte infinie, c'est-à-dire que il veut plus de moments du coup avec Aki, il veut des moments indéfinis avec Power à un moment, et c'est pour ça que la mort d'un personnage dans l'œuvre, donc je veux pas trop spoiler, le brisera totalement. N'ouvre pas la porte, Denji, quoi. Et ça me rappelle un autre personnage dans les mangas, parce que Denji c'est le désir, Denji c'est vouloir, Denji c'est manquer, Denji c'est toujours vouloir plus, alors que son plus c'est ridicule, et il le dit dans ses combats, je dis oui mais je veux que ça, mais c'est ridicule, mais c'est, comme tu l'as dit, c'est des désirs qui sont stupides, et pourtant voilà. Il me rappelle le personnage de Grid dans Fullmetal Alchemist, je sais pas si tu as vu Fullmetal Alchemist, il y a très longtemps, mais Fullmetal Alchemist, l'homonculus de l'avarice veut toujours plus, et dans sa mort il se rend compte que la seule chose qu'il voulait c'était des amis en fait, et c'était la chose qui aurait pu combler son avarice, c'est les relations humaines. Et Denji en fait ce qui le comble c'est les relations humaines, et c'est ce qui peut amener sa mort en fait, c'est qu'il s'attache trop aux gens et que ça le pousse à devenir une meilleure personne pour eux, et qu'il arrête avec son égoïsme. Et je pense que c'est pour ça que son mécanisme de défense, c'est de revenir dans une forme d'égoïsme. Parce qu'il se refuse d'aller désirer des choses plus importantes pour lui qu'une tartine ou un toit ou quoi que ce soit. Une paire de seins. Ou une paire de seins, effectivement. On l'a dit, c'est bon, ça a été dit. Denji, mais beaucoup de gens, j'ai vu sur TikTok, s'identifient à Denji. Alors, je pense que c'est pour cet aspect plus qu'autre chose, mais pourquoi pas. mais voilà, ça c'était mon analyse sur Denji, et surtout par rapport à ce que tu as dit, que j'ai trouvé très intéressant, et par rapport aux autres protagonistes de Shonen, qui lui, voilà, il est pas noble. C'est pas, on met Denji et Naruto dans les mêmes pièces. Voilà. Mieux pas, je crois. Voilà, vaut mieux. Même si, et je me demande si le Talk no Jutsu marcherait avec lui. Là, on peut faire une petite digression. Vrai, Est-ce que tu penses que si Naruto se mettait avec lui, il disait c'est pas bien de vouloir que ça, ou est-ce que, parce que moi je vais de l'hypothèse, c'est la première personne que Naruto abandonnera. C'est un cas perdu, je peux rien faire pour lui. Laissez-moi tranquille, pas de ça dans mon village. C'est vrai, je pense aussi. Naruto, il serait trop choqué, je pense. Naruto d'extrême droite à ce moment-là, pas de ça chez moi. C'est bon, le podcast est désormais parti dans une toute autre optique. Donc voilà. On va partir en débat politique juste après le jingle. C'est parti. Alors, nous avons parlé de Denji, mais on peut aussi parler de la relation Aki-Denji, et ce que cela leur apporte, mais aussi de la relation Denji-Power. As-tu des choses à dire par rapport à cette relation? Aki-Denji, Aki-Denji, ce que je remarque dans leur dynamique, c'est que tous les deux, déjà, ils ont un tempérament résigné et épuisé, ce
qui semble en fait au cœur de leur caractérisation en tant que personnage. Ils sont tous les deux coincés dans un rôle qu'ils ne voulaient pas, mais qu'ils ont accepté. Dans le cas d'Aki, cela est dû à sa fixation sur le fait de tuer le démon qui a tué toute sa famille, bien qu'il ne soit pas vraiment fait justement pour le terrain, et dans un sens qu'il jette sa vie à la poubelle. Une des dernières révélations sur le personnage montre à quel point il se sentait réprimé de ne jamais pouvoir faire ce qu'il voulait vraiment, donc c'est-à-dire se lâcher ou s'amuser tout simplement comme les gens de son âge. Et ça en fait, comme le montre son hallucination, où justement il relâche sa rigueur dans quelque chose d'aussi fantaisiste, simpliste et enfantine qu'une bataille de boules de neige avec Denji. Donc faisant écho au jour où sa première famille s'est terminée. Bien que même alors dans ce premier flashback, il était clair que sa propre enfance était en suspens parce que la maladie de son frère cadet accaparait toute l'attention de ses parents. Enfin, je vais pas refaire l'histoire. Ce qui lui a toujours fait jouer le rôle de frère aîné responsable. Et dans le cas de Denji, les révélations de la première partie et le fait d'avoir perdu sa première famille, d'avoir tué son premier amour et dans le processus d'avoir appris qu'elle ne s'est jamais vraiment souciée de lui dans son individualité, ça a aussi fait des ravages. Ajouter à cela qu'il a assumé tellement de responsabilités, entre l'école, le travail indépendant en tant que chainsaw man, la poursuite de multiples activités douteuses, tout en devant élever un enfant. Sacré Denji, hein. Ouais. À problème combiné. Est-ce qu'on peut parler de caractère développement ou pas? Parce que le terme est très intéressant, parce que le caractère n'évolue pas, mais il y a un développement, mais il reste fidèle à lui-même. Ça, on peut pas lui enlever. Mais donc, la relation Denji et Aki... Ouais, en fait, c'est dans le sens où on sent qu'ils sont résignés, les deux. Ouais. Non mais Aki, de toute façon, ça se voit, notamment avec la pub Nespresso de Mappa, on voit la résignation le matin. Le rituel. En fait, on a beaucoup esthétisé cette scène, mais ce rituel quotidien montre juste que Aki, il est là, il existe, mais il ne vit pas avec passion. Il est juste là, il fait ce qu'il a à faire, et voilà. Et je trouve que la métaphore de la bataille de boules de neige est une forme de pinacle de la relation qu'ils ont en tant que frères, où Aki est un peu un grand et clairement Power est la petite sœur qui fait n'importe quoi, mais on le voit, l'unité qu'ils créent quand ils forment Power, fait ça dans l'appartement. En fait, leur colocation est tellement touchante. C'est touchant de voir ces trois personnages ensemble, c'est touchant de voir Aki avoir cette relation avec Denji qui se crée, alors que on n'oublie pas, il lui a craché dessus la prochaine fois qu'ils se sont vus, et notamment, et je trouve que aussi l'élément qu'il montre beaucoup, c'est le démon futur qui s'est contenté de voir le funeste destin d'Aki, et alors qu'il pouvait tout demander, et il n'y a que ça, et c'est un démon, donc vraiment c'est que ça il trouvait que c'était le summum de la tragédie, clairement. Donc nous avons parlé de la relation Aki-Denji. Quel est ton avis, parce qu'on en a déjà un peu parlé, sur le personnage de Makima, sur son introduction, là vraiment on rentre dans Chainsaw Man, sur son introduction, la relation qu'elle a avec Denji, et sur sa position d'antagoniste. Que penses-tu du discours qu'elle porte dans le récit? Alors Makima, c'est un peu le personnage qu'on adore détester. Et c'est aussi un peu par la même occasion le mouton noir du Shonen Jump, puisque déjà c'est une antagoniste principale féminine. Et il y a quelque chose d'exceptionnellement grand dans son machiavélisme. Elle affiche pas des expressions de pouvoir connues comme des personnages comme, je sais pas, Cell ou Freezer par exemple, c'est ce qui m'est venu à l'esprit. Mais c'est pas pour autant qu'elle représente pas la méchanceté, la terreur, le contrôle. Elle est effrayante. Elle est carrément effrayante. Maintenant, pour évaluer sa position dans l'histoire et plus précisément sa vision de l'amour, faut aussi comprendre ce qu'elle incarne. Le concept de contrôle, c'est la mesure, l'évaluation et en fin de compte la correction d'un objectif dans le but de l'accomplir. Et curieusement, ça contredit la norme de ce qu'on croit être le concept d'amour. Désirer, avoir une affection profonde ou vouloir, c'est presque renoncer à une certaine forme de contrôle et se laisser aller. Tout bien réfléchi, le concept d'amour et de contrôle est constamment poussé en fait au travers de Chainsaw Man, du début à la fin. Et je trouve que Makima, c'est le personnage qui l'illustre le mieux. Alors oui, je suis totalement d'accord avec toi. Makima, elle illustre en fait, en tant que démon domination, elle est excellente. On sait dès le début que c'est un démon, enfin je veux dire, ça se comprend. Mais démon de quoi? Effectivement, moi personnellement je pensais que c'était le démon désir.
Mais c'est un grand lien avec la domination dans tous les cas, parce que quand on désire quelque chose, on est sous la domination de cette chose dans notre psyché. Le fait qu'elle soit démon domination, ça prend totalement sens. Je sais pas si c'est considéré comme une des 4 cavaliers de l'Apocalypse dans Chainsaw Man, mais Makima, moi ce que j'adore le plus dans ce personnage, que c'est son idéalisme, sa relation avec Chainsaw Man. Elle est follement amoureuse de Pochita, elle est follement amoureuse et tu en as parlé, de l'amour qu'elle incarne. Et dans Chainsaw Man, en fait, cette Makima-là, qui pendant très, très brièvement dans le manga explique pourquoi elle fait tout ça, elle m'a touché. Elle m'a touché parce que je me suis dit, c'est beau ce qu'elle veut faire, et tu vois un désespoir dans ce personnage. Et quelque chose que le lectorat ne voit pas beaucoup, parce que y a beaucoup d'édits comme quoi elle est terrifiante et tout. Moi, je la trouve terrifiante et touchante. Vraiment, c'est une dichotomie entre les deux. C'est pour moi, et je l'ai dit avec des amis, et tu l'as dit, ça fait du bruit, Makima, notamment dans le Jump et autres, mais je sais pas si c'est édité dans le Jump par contre Chainsaw Man, mais en tout cas dans l'édition japonaise de manga, mais Makima est à mon sens un des antagonistes les mieux écrits de ces dernières années. Et je reviendrai pas là-dessus, parce que véritablement dans son écriture, l'effroi, il est là. L'aspect séduction de l'antagoniste, il est totalement là. On est séduit par l'antagoniste, et qui dit séduction dit manipulation, qui dit séduction dit on se donne à cet antagoniste, donc elle y arrive, une séduction mentale, une séduction physique, on va pas se le cacher, qu'elle exerce sur le protagoniste. En fait, on parle souvent des antagonistes qui ont un contrôle sur le protagoniste. La métaphore des chaînes, elle est tellement puissante, même dans le générique on le voit quand elle lui fait manger l'escargot, psychotrope, tout ça et tout. Makima domine le récit, domine l'esprit du lecteur, mais domine aussi l'esprit de Denji de A à Z, et c'est pour ça que en fait la métaphore du combat, c'est comme dans les JoJo, tu vois, mais le combat ici est avec Makima est sur tellement de plans pour pouvoir la vaincre. Et surtout pour Denji, qui est quelqu'un dont le rêve, on l'a dit, toucher une poitrine, il doit se délester de tous les contrôles qu'elle a eu sur lui, mais en même temps, est-ce que Makima a vraiment un contrôle absolu sur Denji? Parce que oui, il le dit, il le désire, elle veut juste être un chien pour qu'elle puisse lui dire quoi faire, et vraiment là on se rend compte de la domination, et là le mot, la domination totale qu'elle a sur le cast, qu'elle a sur les autres, et je crois même que pour effectuer son pouvoir, il faut juste que la personne espère quelque chose de Makima, pour que c'est déjà trop tard en fait. Sachant qu'en plus c'est une belle femme, elle se met bien en avant, tout ça, enfin, mais c'est la scène d'Aki, enfin Aki, c'est bon, il a formulé sa demande, c'est trop tard. Trop tard. Et oui, non, il faut rétablir quelque chose. Makima est un des antagonistes les mieux écrits. Ouais, et ça vient du fait que justement, elle a un désir presque obsessionnel en fait d'être aimée, Makima. Quand tu vois ces innombrables animaux de compagnie, et c'est pas anodin si ce sont des chiens en particulier, l'utilisation de ses pouvoirs pour inspirer un espèce de sentiment profond d'admiration aux êtres qu'elle considère comme inférieurs à elle, elle est dans un désir profond d'amour. Elle veut... Ça se voit. Elle veut être aimée, et c'est à travers ça qu'elle exerce sa domination, certes, mais le désir d'aimer, on peut le prendre en lui tout seul, pas sans la conséquence de vouloir dominer, et ça se voit dans comment elle attrape Pochita aussi à un moment, genre elle est enfin avec la chose qu'elle veut aimer, et qu'elle veut qu'elle l'aime. On va un peu avancer sur le podcast rapidement, parce que je pense que le temps commence à nous faire défaut. Mais que penses-tu des autres démons? As-tu un démon qui t'a pas... Oh, c'est bon, tu as déjà répondu. Le démon ténèbres, c'est excellent. Je pense que c'était assez clair. Pour moi, c'est pas le démon tomate, carrément pas. C'est qui toi ton démon préféré? Mon démon préféré, y a Jean Lassalle. Mon démon préféré, c'est une petite démone. Tu as la référence? Genre la salle qui te regarde pas dans les yeux. Alors pour les auditeurs, j'ai un poster humoristique de Jean Lassalle, et effectivement. Qui nous regarde avec tendresse. Voilà, tendresse, amour. Mais alors, mon démon préféré dans Chainsaw Man, celle qui m'a plus touché, c'était je vais l'appeler Riz parce que j'arrive pas à prononcer son nom. Redze. Je crois que c'est comme ça que ça se prononce. Redze m'a beaucoup touché. Il y a Makima,
que j'ai appris à détester plus que tout et à aimer plus que tout. Enfin, Makima me crée tellement les deux. On aime détester Makima, voilà. Mais pas comme Mahito, tu vois. Mahito, je le déteste. Mahito, on le déteste. Il n'y a pas de détester lui, c'est vraiment. Même s'il est très bien écrit, qu'il est très efficace, enfin voilà. Vous passez à d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres personnages qui t'ont marqué et qui, selon toi, portent une philosophie puissante dans leur écriture, un regard original sur le monde, sur soi-même ou sur l'existence tout simplement? J'ai à titre personnel été marquée, alors pas vraiment par le personnage en tant que tel, malgré qu'il soit très cool, hein, mais plus par sa philosophie, c'est Quanxi, je crois que ça se prononce comme ça. Oui. Oh oui. Parce que dans un univers comme Chainsaw Man, où il existe de nombreux secrets, tous plus terrifiants les uns que les autres, que ce soit concernant les démons ou même la corruption de façon générale. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur pourquoi Chainsaw Man s'est politisé, si jamais ça intéresse des auditeurs d'aller checker cette vidéo. Dans un monde comme celui-là, l'ignorance, ça a de la valeur. Et il y a justement cette phrase que dit Quanxi, que j'aime beaucoup, qui dit en gros que pour vivre heureux, faudrait vivre bête. En gros, l'ignorance, c'est la clé du bonheur. Et bon, là, je te prends l'exemple de Quanxi, hein, mais cette philosophie de l'ignorance, elle est en réalité portée par une multitude de personnages dans le récit, que ce soit par Denji, dont on parlait tout à l'heure, par Aki, ou même encore le démon ténèbres, qui caractérise à lui seul pourquoi il vaudrait mieux rester dans cette ignorance, en fait. Donc, ouais, grosso modo, toi, qu'est-ce que t'en penses, du coup ? Je suis totalement d'accord avec... ton analyse, ignorance is bliss, avec le pire accent possible, mais oui, Quanxi est un personnage que j'adore. Moi, mon autre personnage, c'est Kishibe. Oh, j'aime beaucoup Kishibe ce qui est beau par rapport à la relation Quanxi-Kishibe, du coup, dans le manga, mais Kishibe, notamment, le fameux moment où tu peux enlever ton bandage. Non, je ne veux pas voir. Oui. Alors qu'il a déjà... Une fois, l'ignorance, quoi. Voilà, il a tout vu, mais il ne veut pas voir. Ça par contre, il se refuse de le faire. Kishibe, le David Hunter, qui est Mads Mikkelsen en même temps, en manga, je fais une petite référence à La Vague, qui est très fan du coup aussi. La Vague, on t'embrasse. Voilà, on te fait un petit big up là. mais du coup, oui, Kishibe, j'adore. En fait, dès son introduction, moi j'adore les sensei. Alors oui, c'est pas un de mes sensei préférés, clairement pas. Il est très toxique en tant que sensei, mais son regard totalement désabusé, ça j'adore. Voilà, ce regard-là est très puissant. Nous pouvons finir du coup le podcast sur une ultime question. Qu'est-ce que tu penses du démon? Et là, on parle vraiment de Chainsaw Man, du démon tronçonneuse, et de l'intérêt de développer le récit autour de ce dernier. Que penses-tu de son pouvoir, donc du pouvoir de Pochita? Et selon toi, est-ce que c'est lui, le démon, qui annihile complètement l'existence des autres? Alors, pour être totalement honnête, il est vrai que j'ai personnellement surtout vu Pochita au travers les personnages de Denji et Makima. Et jamais vraiment dans son individualité. Peut-être aussi parce que je me confortais aussi sur tous les mystères qui l'entouraient. Non, j'aime beaucoup l'idée de donner un pouvoir aussi grand en fait à un personnage qui de base est aussi faible. Je sais pas toi ce que t'en penses, peut-être que je pourrais rebondir sur ce que tu vas dire. Alors, ce que je pense du personnage de Pochita, je trouve que c'est assez intéressant d'avoir développé un personnage qui annihile totalement les peurs, notamment par rapport à la métaphore de la tronçonneuse dans les films d'horreur, comme quoi c'est en fait il représente une peur fictionnelle qui est la peur des tronçonneuses. Bon, c'est vrai, on peut avoir peur d'une tronçonneuse, mais c'est l'utilisation d'une tronçonneuse qui fait peur, pas la tronçonneuse en elle-même. Contrairement à un démon guerre ou un truc comme ça qui lui est beaucoup plus tout de suite dans la chose, lui avoir donné ce pouvoir là d'annihiler les autres peurs, je le trouve intéressant dans le sens où peut-être que les peurs les plus puissantes qui peuvent annihiler les autres, c'est les peurs qui sont créées par l'homme. Ça, c'est quelque chose que je m'étais dit, que potentiellement la peur qui est issue d'un esprit humain que l'on peut créer, engendrer ou autre, c'est la peur qui dépasse toutes les autres parce que elle peut même avoir un statut suprême. Et c'est là où on peut parler des excellents films d'horreur. Et la boucle est bouclée clairement parce que le démon tronçonneuse, le cinéma d'horreur, dans notre vie, on côtoie ces choses qui font peur. Mais le cinéma d'horreur révèle ces choses. Et c'est une création humaine qui est derrière, qui vient nous révéler ces choses-là et qui nous rappelle à cette peur. Et donc pour moi, le fait que Chainsaw Man puisse annihiler des démons et avoir un contrôle du coup sur eux, alors que c'est le démon domination qui contrôle tout, qui veut l'avoir, enfin c'est une très belle écriture, ça montre quand même qu'il y a une suprématie de la peur que l'homme peut créer vis-à-vis de la peur environnante. Il y a des gens qui vivent très bien avec la mort,
mais on peut insinuer la peur de la mort à quelqu'un, de façon à ce que ça devienne traumatisante. Il y a des gens qui vivent avec la peur de la guerre, de la domination, ok d'accord, et c'est vraiment horrible, mais les guerres c'est quelque chose d'humain, de fondamentalement humain, Ouais. et ça insinue un trauma dans pas seulement des hommes, mais des civilisations. Donc oui, je pense que c'est sur ça que je porterai mon analyse de Chainsaw Man, du pouvoir unique qui lui a été donné, et pourquoi le manga s'appelle Chainsaw Man. Et du coup, alors je te retourne, c'est moi qui gère le podcast. Vas-y, renversement de situation. Et du coup, pourquoi selon toi ça serait le démon du coup qui annihile complètement l'existence des autres? C'est quoi le point qui fait que... J'ai pas vraiment pensé à cette question parce que je me dis qu'elle demanderait une réflexion trop grande, et surtout je ne veux pas tomber dans l'aporie de l'interprétation d'une chose qui n'est pas le cas, donc j'essaie de me baser seulement sur les faits. Déjà il y a l'aspect divertissement, il y a l'aspect protagoniste avec un pouvoir qui se révèle être le plus puissant, enfin c'est un truc qu'on retrouve souvent dans les shonen quand on parle de codes de shonen. Oui, il va contre les codes de shonen, mais il y a quand même quelque chose comme ça, et l'aspect ce pouvoir particulier annihiler les peurs, notamment la volonté qui soit instrumentalisée par Makima qui domine justement, et ce qui crée cet amour qu'elle veut de Chainsaw Man. C'est aussi une idéalisation, en fait je trouve ça intéressant, là ça me vient en tête donc j'improvise totalement. C'est une idéalisation de vouloir vivre dans un monde sans peur, un fantasme humain, mais c'est un fantasme justement il est porté par qui? Par Denji, qui ne va jamais être porté par cet idéal de vouloir faire les choses, alors que c'est l'antagoniste qui porte cet idéal, pas lui même, ouais. Et donc en fait il vaudrait mieux réalistiquement enfin ça se dit, je sais pas, il est porté par Denji qui ne va jamais porter cette mission lui, donc c'est impossible. Humainement c'est impossible, ouais. Et en fait c'est carrément l'antagoniste qui est quand même le démon de domination, qui domine tout, qui porte ça. Donc une analyse en improvisation sur ça, pourquoi lui avoir donné ce pouvoir et qu'est-ce qui le rend intéressant, c'est dans la dichotomie. C'est pas Makima qui a ce pouvoir, c'est Denji, et Denji est le personnage le plus humain en fait dans Chainsaw Man, et ça n'a aucun sens pour d'enlever toutes ces peurs en fait, ce n'est pas possible. Donc voilà, c'était de l'improvisation. En fait t'as répondu à ce que je disais tout à l'heure. Je disais j'aime beaucoup l'idée de pouvoir donner un pouvoir aussi grand à un personnage qui de base est aussi faible quoi, et tu viens totalement de... Je savais pas pourquoi vraiment, tu vois, j'aurais pas pu synthétiser. Je note, il vient de faire un dab quand même. En 2023 et 2024. Voilà. Je me suis dit, je suis protégé par l'audio du podcast, mais non, pas du tout, je ne suis protégé par rien. Je révèle tout. Non, plus sérieusement, pardon. Du coup, tu viens littéralement de synthétiser ma pensée. Merci infiniment. Donc nous sommes en train de conclure le podcast. Merci infiniment à notre invité Hayate. Merci à toi de m'avoir invité. C'est un plaisir, encore une fois, merci pour... on le dit aux chers auditeurs, nos invités donc font quand même un effort de déplacement, font un effort pour venir, donc on la remercie aussi. N'hésitez pas à la suivre sur les réseaux sous le pseudonyme Hayate, autant sur TikTok, YouTube, je pense que c'était plateforme principale pour l'instant, et des analyses toujours de qualité. Merci d'avoir écouté jusque-là, c'est Gatsu Sensei. Nous finissons donc avec la fameuse phrase comme quoi vous avez 4 heures et vous êtes la génération terrible. Merci beaucoup.